Bonjour et bienvenue à Conversation sur l'arthrite, activité physique et arthrite, un duo gagnant. Je suis Isabelle Robillard, spécialiste mission de la Société de l'arthrite du Canada. Merci de vous joindre à nous ce soir. Puisque nous nous réunissons pour cet événement à partir de nombreux endroits, j'aimerais reconnaître que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel des peuples Kanyen-Karaka, Mohawk Nation, et Haudenosaunee. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est le foyer de nombreux peuples et je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de vivre et de travailler sur ces terres. La recherche montre que rester actif est l'une des meilleures choses que l'on puisse faire pour mieux gérer l'arthrite, mais il peut être extrêmement difficile d'être motivé à bouger lorsqu'on éprouve de la douleur. Ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Lisa Hanan, kinésiologue, et Nathan Aujar, physiothérapeute, qui répondront à vos questions et vous offriront des conseils pratiques pour tous les niveaux de conditions physiques afin d'incorporer l'activité dans votre routine malgré l'arthrite. Avant de commencer, voici quelques informations logistiques. Ce webinaire sera plus facile à visionner sur un ordinateur portable ou de bureau. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez envoyer un courriel à info@arthrite.ca. Pour adresser votre question à nos invités, cliquez sur Questions-réponses au bas de l'écran. Nous essaierons de répondre au plus de questions possibles à la fin de la présentation. Vous pouvez cliquer sur la fenêtre Converser qui se situe aussi au bas de l'écran pour échanger avec d'autres participants et avec les modératrices de la Société de l'arthrite du Canada. Pour quitter la boîte de questions ou de clavardage, cliquez sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. De nombreuses questions portaient sur des thèmes similaires. Nous les aborderons donc en premier lieu avant de procéder à une séance de questions-réponses en direct. Lisa et Nathan nous parleront des bienfaits de l'activité physique sur la gestion de la douleur. Ils nous offriront des solutions pratiques pour nous aider à bouger. Ils nous proposeront des exercices simples à pratiquer et nous aideront à savoir comment déterminer le niveau d'activité qui est approprié à notre condition. Nous tenterons ensuite de répondre au plus grand nombre de questions possible. Je tiens à remercier Pfizer ainsi que nos autres commanditaires de la série de webinaires Conversations sur l'arthrite. Et maintenant, commençons. Tout d'abord, bienvenue à nos invités, Lisa Hanan et Nathan Aujar. Bonsoir. Alors, bonsoir. Alors, Nathan, on commence avec vous. On dit que l'activité physique est une stratégie essentielle de la gestion de la douleur liée à l'arthrite. Pourtant, pour plusieurs, ça peut faire peur de bouger quand on ressent déjà de la douleur. Pouvez-vous nous rassurer à ce sujet-là? Oui, bien sûr. Je pense que c'est vraiment intéressant ici de discuter un petit peu de la douleur plus globalement pour comprendre un petit peu les stratégies ensuite qu'on peut mettre en application. Moi, je vais commencer ici en racontant un peu notre compréhension scientifique de la douleur. Donc, initialement, on pensait que la douleur, c'était une mesure de dommage. Et c'est assez intuitif. Quand on se cogne, on a mal, on voit un bleu, on associe les deux ensemble. Si on met sa main sur quelque chose de chaud, on la retire directement, on a une petite brûlure et on associe la douleur avec la quantité de dommages qu'on ressent. Mais les scientifiques qui ont commencé à réfléchir à cette douleur, il y a 30, 40 années, ont réalisé qu'il y avait des incohérences, des choses qui ne faisaient pas vraiment du sens. Par exemple, ici, on a tous eu une petite coupure de papier un jour ou l'autre, où c'est tout petit, mais ça fait vraiment très mal. Donc, il n'y a pas beaucoup de dommages, mais il y a beaucoup de douleurs. Comment est-ce qu'on explique cela? C'est la même chose pour cette image qui a été publiée dans un journal médical au Royaume-Uni. En fait, c'est un travailleur qui, en descendant d'un échafaudage, a sauté sur un clou. Donc, il regarde et il voit le clou, comme la photo, c'est la photo originelle, qui traverse sa chaussure, il se met à hurler de douleur, il se roule par terre, il est incapable de bouger tellement il a mal. Les gens essayent de retirer la chaussure, mais c'est pas possible de toucher la chaussure tellement il a mal. Donc, on est obligé de l'emmener à l'hôpital et de le faire sous anesthésie générale pour pouvoir retirer la chaussure. Puis, une fois qu'il retire la chaussure, il se rend compte que le clou était entre ses deux orteils. Donc, il n'y a eu aucun dommage. Encore une fois, dans ce cas-là, mais sa douleur était réelle. Il n'a pas inventé, il n'a pas fait semblant. Il a vraiment eu mal. Mais comment est-ce qu'on explique que cette personne a pu avoir mal sans pourtant avoir eu des dommages? La peau n'a pas été percée, il n'y a pas eu de déchirure ou autre. C'est vraiment pas de dommages. Puis une autre expérience qui a été intéressante pour pousser un petit peu la réflexion plus loin,
C'est cette expérience où les gens ont reçu un stimulus au niveau de la main qui était très froid. Donc, le but, c'était de faire mal. C'est un stimulus qui fait un peu mal. On n'exagère pas non plus. Quand même, il faut que les participants viennent faire la recherche. Donc, ça faisait un peu mal. Et on faisait deux groupes différents. Et la seule différence, c'était que soit il y avait une lumière euh, qui était bleue, donc rouge dans ce cas-là, soit qui était bleue. Donc, c'est le même stimulus. On a juste changé la couleur qui était représentée en même temps. C'est tout. On s'est rendu compte que les gens qui avaient la lumière rouge avaient plus mal, ils ressentaient plus de douleur que les gens qui faisaient ça avec la lumière bleue. Et pourtant, on les a fait changer de groupe. Donc, c'est les mêmes personnes qui ont eu plus mal quand il y a eu la lumière rouge que quand il y a eu la lumière bleue. Pourtant, c'est le même stimulus, c'est le même comment dire, montant de dommages. Donc, comment est-ce qu'on explique ça encore une fois? Mais les scientifiques se sont dit, OK, ben, ce n'est pas une bonne mesure de dommage, la douleur, donc à quoi est-ce que ça correspond exactement? Ils se sont rendus compte que la douleur, c'était une mesure de protection. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais ils savent que quand le corps perçoit plus de danger que de sécurité, et c'est là où on ressent de la douleur. Quand je dis le corps perçoit, c'est pas nous conscients, de façon consciente, on perçoit ça, c'est le système de protection du corps. Il est tout le temps en train de regarder ce qui se passe et il a déterminé, pour des raisons X, Y, qu'il y a plus de danger que de sécurité. Et à l'inverse, quand il y a plus de sécurité que de danger, c'est là où on ressent pas de douleur. Les choses qui rentrent en compte dans cette évaluation qui est faite de manière instinctive, sur le champ et surtout pas consciente, mais ça peut être les cinq sens. Donc, ça peut être regarder un scan. Ça peut être quelque chose, par exemple, qui va augmenter notre perception de danger. Ça peut être d'entendre que le scan est bon. Ça, c'est quelque chose qui va renforcer le sentiment de sécurité. On peut regarder les actions. Donc, par exemple, si on reste à la maison tout le temps, on ne fait rien de bien intéressant, peut-être que ça va augmenter un petit peu notre sens de danger. Par contre, si on comprend sa douleur, ou bien si jamais on bouge un petit peu, ça peut peut-être renforcer le sentiment de sécurité. Ça peut être les paroles, de dire c'est juste l'âge, ou bien de dire justement il y a de l'espoir. Ça va changer un petit peu la perception qu'on a de façon inconsciente et le système va recalibrer un peu son évaluation ici. Ça peut être les pensées, les croyances, ça peut être les endroits, ça peut être ce qui se passe dans le corps, ça peut être les personnes. Ce qui est vraiment intéressant avec cette compréhension globale ici de la douleur, c'est qu'il y a tellement de facteurs qu'on peut prendre en compte. Et c'est vraiment encourageant parce que ça offre d'autres opportunités que juste des opérations ou des médicaments. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer là-dessus. Et c'est important d'être bien entouré parce que c'est extrêmement individuel. Donc chaque personne va avoir une combinaison différente et ça va être unique à la personne. Donc si jamais on explique les incohérences avec cette compréhension de la douleur maintenant, comprend que la coupure de papier, ça a beau être tout petit, les mains sont vraiment essentielles à notre survie. Sans nos mains, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas survivre. Donc le corps perçoit ça comme étant quelque chose qui a vraiment besoin de beaucoup de protection. Donc il suffit d'un petit dommage pour dire, oh, on va vraiment protéger ça, on va mettre beaucoup de douleur ici. Vis-à-vis de l'histoire du clou, ben, je pense que c'est comment dire, assez compréhensible que voir un clou qui traverse sa chaussure, c'est normal de se dire, OK, il doit y avoir un énorme niveau de dommage derrière ça. Donc le cerveau va se dire, ben, je perçois énormément de danger. Il y a tout le monde qui est en train de paniquer autour de moi, je vois un clou qui dépasse. C'est normal de ressentir la douleur dans ce cas. Puis vis-à-vis des lumières bleues et rouges ici, c'est un peu plus difficile, mais l'explication principale, c'est on associe la couleur rouge à des choses plus dangereuses en général, que ce soit dans la nature, que ce soit, par exemple, on pense au feu, au sang. Donc, de façon un petit peu évolutive, c'est quelque chose qui est associé à du danger, alors que le bleu, ça l'est beaucoup moins. Et donc, quand on reçoit un stimulus avec quelque chose qui est perçu comme dangereux, la lumière rouge, versus quelque chose qui est perçu comme neutre, la lumière bleue, mais il y a une différente réponse, même si c'est le même stimulus. J'espère que ouais, je ne vous ai pas perdu jusque-là. Puis, ce qui est important ici, c'est vraiment de ne pas invalider votre expérience. La douleur que vous ressentez, elle est réelle. Le but ici, c'est juste d'offrir une explication qui est plus à jour avec ce que la science nous dit, ce qui offre aussi des pistes intéressantes de travail. Je vais discuter un petit peu de comment ça s'applique à l'arthrite plus particulièrement. Bon, et peut-être, c'est bien beau tout ça, mais moi j'ai mal, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et si on revient un petit peu sur l'échelle des dangers et de la sécurité ici, ou sur la balance, on peut zoomer un petit peu sur l'endroit où il y a les dangers. Et ce qui arrive dans la plupart des patients que je vois, c'est qu'il y a cette compréhension que l'arthrite ici, c'est un énorme facteur dans la perception de danger. Et qu'en plus de ça, il y a plein d'autres petits facteurs, que ce soit les pensées négatives qu'on peut avoir,
les expériences passées, ça peut être l'anxiété potentiellement que certaines personnes ressentent, ça peut être la génétique, c'est aussi un petit peu le système nerveux. Donc, c'est un peu comme ça que les patients que je vois comprennent leur douleur vis-à-vis de l'arthrite. Et dans la vérité, c'est pas exactement une image représente ce que la science dit. Donc encore une fois, je dis pas que votre douleur n'est pas réelle. J'essaie juste d'introduire d'autres explications ici. On dirait, en général, l'arthrite, ça représente une beaucoup plus petite partie. D'accord? Donc la douleur va être similaire en termes de ressenti, mais quand on regarde, on arrive à trouver des facteurs qui sont peut-être plus importants dans l'expérience que vous ressentez. Donc je ne remets pas en cause l'expérience que vous ressentez, c'est juste que je propose d'autres facteurs qui peuvent expliquer un petit peu ce que vous ressentez. Donc, ça peut être par exemple le cas où le système nerveux va, souvent, quand on a la douleur pendant longtemps, il prend une plus grosse ampleur dans la douleur. Ça peut être les pensées qu'on associe notamment avec ça, ça peut être l'anxiété. Ce que je trouve vraiment intéressant ici, c'est que cette nouvelle compréhension de la douleur, ça offre des portes de traitement différentes d'avant. Ça offre de l'espoir aussi. Donc, ça nous offre, par exemple, si jamais on travaille avec le système nerveux, une des meilleures façons de désensibiliser un petit peu le système, de réduire l'anxiété ou de changer un petit peu notre façon de penser, c'est l'activité physique. Alors, merci beaucoup, Nathan, pour ces intéressantes explications qui ouvrent effectivement notre façon de voir les choses. Alors, maintenant, Lisa, est-ce que vous pouvez nous parler des bienfaits de la pratique d'activité physique sur la santé? Oui, absolument. Donc, au niveau là, des bienfaits de l'activité physique sur la santé, donc d'abord au niveau de la santé globale, on sait que ça va aider au niveau du cholestérol. Donc, on le connaît, il y a le mauvais cholestérol et le bon cholestérol. Donc, justement, le fait, par exemple, juste de marcher, que ce soit 30 minutes de marche par jour, là, vraiment à faible intensité, ça va venir avoir un effet sur ça. Par la suite, on réussit aussi à augmenter, dans le fond, la circulation du sang. Donc, par exemple, au niveau là, des jambes, surtout, on a comme des pompes qui vont venir pomper le sang, qui va aller au niveau du cœur, puis après ça, qui sera redistribué dans tout le corps. Donc, c'est pour ça que l'activité physique, elle aura aussi un effet sur ça. Ça va nous faire sentir beaucoup mieux également. Puis, en termes de fatigue également, il y aura des effets. On ressent un peu plus de vitalité, le fait de juste pratiquer de l'activité physique. Je vous détaillerai un peu là en termes d'exercices type et tout qu'on peut faire pour venir aider. Puis, autre chose aussi, c'est qu'au niveau de la tension artérielle, donc c'est connu, l'activité physique va aussi aider au niveau de cet aspect-là, que ce soit par de la marche, du vélo, de la natation. Donc, toutes les activités sont bonnes pour venir avoir des effets sur notre santé. Puis, il faut savoir que ça n'en prend pas beaucoup. Donc, souvent, on a l'idée conçue que il faut faire beaucoup d'activités physiques, il faut en faire tous les jours pour ressentir les effets, mais juste de faire un petit quelque chose, que ce soit quelques minutes par jour, quelques minutes ou 2 jours, ben, il y aura des bénéfices. Et autre chose aussi, même au niveau du diabète et tout ça, ben, on aura un meilleur contrôle de notre glycémie. Puis, si on n'a pas le diabète, ben, ça va justement aider en termes de prévention. Puis, un bonus aussi, c'est qu'on est capable là, de mieux gérer notre poids à travers l'activité physique. Donc, c'est souvent un petit bonus qu'on aime bien. Puis maintenant, donc par rapport à l'arthrite plus spécifiquement, donc ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau là, de l'inflammation, ça va venir aider parce que dans le fond, il y aura des molécules qui vont être libérées dans notre sang pour justement venir aider à réduire l'inflammation. Donc, pour vraiment simplifier les choses. Autre chose aussi, au niveau de la douleur, elle va être aussi diminuée parce qu'on ressent que nos muscles sont plus forts, ils sont capables de mieux, disons, de mieux bouger, de mieux faire le mouvement qu'ils doivent faire. Donc, on va ressentir qu'on a moins de douleur, puis on a également une meilleure tolérance là, quand on fait certaines activités, que ce soit juste des activités de tous les jours, que ce soit marcher, juste rester debout au courant de la journée pour faire nos tâches quotidiennes. On sent on a moins le besoin de prendre des pauses. Autre chose également, c'est que on va aussi diminuer là, le risque d'ostéoporose. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est vraiment quand nos os deviennent un peu plus fragiles. Donc, le fait de s'entraîner, de faire de l'activité physique, ça va faire en sorte que nos os vont devenir beaucoup plus forts et donc il y aura moins de risques de fractures. Puis, dans le cas de l'arthrose, on sait que les dommages sont souvent irréversibles, mais par contre, ça a été déjà étudié qu'on peut quand même diminuer la progression de notre arthrose. Donc, si on est capable de gagner quelques années là, au niveau
de la progression de notre arthrose. Donc, c'est très positif. Puis, de façon générale, là, on peut augmenter aussi notre mobilité. Donc, on sent qu'on bouge mieux. On est capable, disons, juste de se pencher pour prendre quelque chose au sol. Ça devient beaucoup plus facile. On se sent un peu plus fort, on est plus endurant aux différentes tâches. Puis, ça augmente nécessairement là, notre qualité de vie aussi. On a moins de journées avec des douleurs, on se réveille le matin, on se sent un peu moins raide. Donc, tout ça, c'est vraiment des bénéfices justement en lien avec l'arthrite, l'arthrose et toute autre maladie chronique. Donc, maintenant, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs façons de s'entraîner, donc que ce soit un entraînement cardiovasculaire, donc comme je vous l'avais mentionné tout à l'heure, que ce soit du vélo, d'aller nager, que ce soit juste d'aller même marcher. Tout ça, ça va aider au niveau là, de notre muscle, de notre muscle cardiaque pour le rendre plus fort. Mais il faut savoir aussi l'entraînement contre résistance, donc le fait d'utiliser des poids, donc on soulève des charges et tout ça. Ça va venir aussi aider justement à gagner un peu en muscle, comme on dit. Puis, donc, la combinaison de ces deux types d'activités, ben, justement, ça rend beaucoup plus de bénéfices que de juste en pratiquer une ou de faire l'autre. Donc, les deux sont très importantes pour nous. Donc, ça va. OK. Maintenant, pour ce qui est là de cette diapositive, dans le fond, souvent, il arrive qu'on se retrouve un peu dans un cercle vicieux. Donc, on les connaît, les bénéfices, on sait que de bouger, c'est bon pour nous, mais des fois, c'est difficile de passer à l'action pour plusieurs raisons. Donc, souvent, on se retrouve en état de douleur, on se sent qu'on n'est pas du tout fonctionnel. Et ça, ce que ça va venir faire, c'est qu'on a tout le temps mal, donc on est de plus en plus fatigué. Donc, c'est plus difficile pour nous là, de bouger. Et ça va faire en sorte que là, on a une baisse de motivation là, qui s'ensuit. Donc là, on tombe vraiment dans un cercle vicieux, puis on a l'impression qu'il n'y a pas de fin. Donc là, ce qu'on veut faire aujourd'hui, là, c'est vraiment vous donner vraiment le plus d'outils possible pour vous aider à gérer vos douleurs, puis essayer un peu là, d'améliorer là, votre qualité de vie. Merci beaucoup, Lisa. Ça nous donne vraiment plusieurs bonnes raisons d'être plus actifs. Alors, comment est-ce que vous expliquez qu'on le soit pas tant plus? Oui, donc moi je vais discuter ici un petit peu des barrières justement à la mise en pratique. Comme Lisa le disait, je pense que la plupart des personnes savent à quel point l'activité physique c'est quelque chose d'utile et vraiment important, mais pourtant il y a quand même des barrières à la mise en pratique. Alors, trois barrières principales. La première barrière ici, ça va être souvent cette association entre l'activité et la douleur. Donc souvent les gens disent, oui, j'aimerais bien bouger plus, mais dès que je bouge, j'ai mal. Ça, c'est une barrière qu'on retrouve souvent en clinique. Il y a aussi de l'appréhension. Vous dites, tiens, j'ai pas envie d'augmenter mes symptômes, ou j'ai pas envie de faire ces mouvements-là parce que la dernière fois, ça m'aurait fait mal, ou bien j'avais pas passé un bon moment. Puis ça peut être aussi le manque de direction, ne pas savoir quoi faire, pas savoir où commencer. Donc l'idée ici serait de discuter un petit peu de ces barrières et puis de voir comment est-ce qu'on peut essayer de les résoudre pour bouger plus, parce qu'on sait à quel point c'est important. Vis-à-vis de l'association entre l'activité et la douleur, une des stratégies qui peut être intéressante ici, ce serait de commencer par des activités qu'on fait déjà. D'accord? Donc, ça peut être, au lieu de se dire, bah, je vais aller faire des activités qui sont vraiment intenses, comme du vélo très fort, on peut commencer par quelque chose de plus simple et commencer par la marche. Si on marche déjà et qu'on est capable de faire quelque chose d'assez simple, on peut commencer par ça. Il n'y a pas besoin de surcomplexifier la chose. Ensuite, on établit notre point de départ. Donc, si jamais on sait, par exemple, on prend note un petit peu des marches qu'on fait, on se rend compte qu'à partir de 30 minutes de marche, on commence à vraiment avoir une augmentation de symptômes. Ça vaut le coup d'essayer de trouver le point de départ. Notre ligne, on dit, je sais que je peux faire ça sans augmentation de symptômes. Et dans ce cas-là, ça pourrait être, admettons, 30 minutes, on dépasse notre limite. Ça pourrait être 20 minutes pour commencer. C'est notre point de départ. Une fois qu'on a ce point de départ, on peut ensuite progresser étape par étape. Donc, au lieu de passer de je marche 20 minutes à je marche 2 heures, on va passer à je marche 25 minutes, je marche 30 minutes. Et au fur et à mesure des semaines, on va pouvoir augmenter notre capacité sans pour autant augmenter notre douleur. On peut aussi introduire, par exemple, des pauses. Donc, au lieu de faire 30 minutes d'un coup, on va faire 2 fois 15 minutes. C'est l'autre façon de progresser un petit peu ici, pour essayer de déconnecter l'activité de la douleur.
vis-à-vis de l'appréhension, c'est tout à fait normal d'avoir une appréhension vis-à-vis de certains mouvements. Ça se peut que la dernière fois que vous avez fait des squats, par exemple, vous ayez augmenté votre douleur au genou. Ce qui va être intéressant ici, ça va être identifier les mouvements clés qui, justement, nous font ressentir cette appréhension. Quels sont les mouvements dans la vie de tous les jours? Ça peut être les escaliers, ça peut être le fait d'aller marcher, par exemple. Donc, on peut essayer de déterminer les mouvements clés qui nous font ressentir cette appréhension. Ensuite, l'idée serait de diviser ce mouvement-là en étapes avec une difficulté croissante. Donc, par exemple, si jamais, je prends un exemple un peu poussé, la course, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, on n'a pas besoin de se dire, on va directement aller courir. On peut dire, on va commencer par marcher. Une fois qu'on a marché, on peut rajouter un petit peu d'intervalle, par exemple. On marche lentement, puis on court lentement. Puis on pourrait progresser ça progressivement. Ou bien, par exemple, admettons que ce soit le fait de se pencher en avant, c'est quelque chose que les gens évitent. Ça, en physiothérapie, on voit beaucoup de personnes avec des douleurs lombaires chroniques qui, justement, ont peur de se pencher en avant parce que ça déclenche des symptômes. On n'est pas obligé de commencer là. On peut commencer par des petits mouvements de la colonne allongée sur le dos, puis ensuite sur la chaise, puis ensuite on va se pencher en avant doucement, puis ensuite on va le faire avec des poids. Donc, encore une fois, cette idée de commencer par des étapes qui sont faciles, mais qui construisent vers quelque chose de plus complexe, un objectif qu'on a qui est un peu longtemps en ce moment. Donc, je mentionne ici, l'idée, ce serait de progresser étape par étape. Ça se peut qu'on ressente un manque de direction en termes d'activité physique. C'est quelque chose qui arrive aussi quand on souffre, quand on a mal, on ne sait pas vraiment quoi faire pour aller mieux. Alors, on ne sait pas par où commencer. Le conseil principal que je donnerais ici, ce serait de trouver des activités intéressantes. Donc, c'est facile à dire, pas facile à faire. Bon. Mais ça peut être aussi simple que voir un petit peu les choses dont qu'on aimait faire quand on était plus jeune. Ça peut être des choses que nos amis aiment faire. Peut-être que ça vaut le coup de discuter avec votre groupe d'amis et de voir, tiens, quelles sont les choses qu'eux, ils aiment faire. Puis j'aimerais aussi essayer de repenser un peu l'activité. Ça n'a pas forcément besoin d'être du sport. Faire de l'activité physique, ça peut être faire une balade en plein air. Ça peut être aller parler avec des amis, marcher un petit peu. Ça peut être faire du sport aussi. Mais c'est pas que ça. Donc, j'aimerais vraiment essayer d'élargir un petit peu la perception de ce que c'est l'activité physique. Puis j'aimerais vraiment encourager à trouver quelque chose qui vous parle. Parce que si jamais vous forcez à faire de la course alors que vous détestez ça, c'est peu probable que vous continuez à le faire pendant longtemps. Donc, une fois que vous avez trouvé une activité, ça vaudrait le coup de se fixer un objectif de façon smart. Et je vais décrire un petit peu ce que c'est. Mais on sait que la formulation d'objectifs est vraiment clé pour justement l'adhérence long terme. Donc, si jamais vous avez des objectifs, ça va vous aider à déterminer les étapes pour y arriver et puis à tenir le cap. Donc ici, on va progresser étape par étape. Vis-à-vis des objectifs SMART, ça tient pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et une notion de temps. Donc spécifique, c'est ça par exemple marcher une fois par jour, 5 fois par semaine. Donc ça, c'est spécifique, on a une fréquence. Mesurable, on va parler de distance, de fréquence, de perception de l'effort. Donc je marchais, je respirais un petit peu fort, mais je ne veux pas être complètement exténué. Ça, c'est mesurable aussi. On pourrait limite avoir une montre qui nous dit on est à un rythme cardiaque de 120 BPM, c'est là où je reste. Donc, l'idée, c'est d'avoir une sorte de mesure de là où on est. Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que j'ai les ressources disponibles? Est-ce que j'ai les personnes autour de moi pour m'accompagner dans cet objectif-là? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il y a un alignement avec mes capacités, mes objectifs? Puis la durée, pour combien de temps, dans combien de temps? Tout ça, ça aide vraiment à avoir une sorte de trajectoire vers laquelle on peut se diriger. Donc là, je vous parle bien sûr de concepts un petit peu, comment dire, un peu plus avancés, mais je vous encourage à vous entourer de professionnels de la santé ou de personnes qui s'y connaissent pour vous aider justement à déterminer ça avec vous, pour faire quelque chose qui est vraiment adapté à vous. Alors, merci infiniment à vous deux. La conversation d'aujourd'hui m'a déjà appris plein de choses. Je suis convaincue que c'est la même chose pour tous nos participants. Alors, Lisa, est-ce que vous pouvez nous conseiller des exercices particuliers ou des façons de bouger pour pas trop avoir de douleur? Oui, absolument. Donc d'abord, j'aimerais insister là sur la notion de douleur. Là, un peu, on en a parlé tout au long de la présentation, puis je disais que comme quoi l'activité physique avait comme objectif de diminuer notre douleur. Donc justement, ce que ça va venir faire, on aurait un meilleur contrôle de notre douleur. Donc je m'explique, c'est qu'on aurait moins d'épisodes de douleur. Donc le matin, on pourrait se réveiller. Il y a moins de matins où est-ce qu'on se lève tout raide.
Il y aurait aussi au niveau de l'intensité. Donc là, nos douleurs vont diminuer. On sent on est capable de faire plus d'activités qu'auparavant et aussi en termes de durée. Donc, nos douleurs peuvent durer moins longtemps. Et bien sûr aussi, on est capable de mieux bouger. Donc, on a une meilleure mobilité. Et il faut savoir aussi que l'exercice va avoir un effet là, analgésique après avoir fait notre petite séance. Donc là, on sent que on ressent plus de douleur ou presque pas pendant quelques heures. Donc, c'est quand même un bel avantage là, pour ce qui est de l'activité physique. Euh, Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter en fait là, plusieurs exercices. Donc là, je vais vous les expliquer un peu de façon un peu plus théorique. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Puis vers la fin, on va les détailler un peu plus. Puis on va faire une petite démonstration là, pour vous montrer les points clés. Puis c'est toujours plus facile quand c'est visuel. Donc, je vais débuter dans le fond avec le premier mouvement. Donc, c'est un mouvement qu'on appelle l'horloge. Donc, ça consiste en quoi? Donc, on va se placer en position debout. Et ce qu'on va venir faire, c'est que la jambe, donc il y aura une jambe qu'on va plier et déplier à chaque fois, et l'autre jambe va venir être pointée dans plusieurs directions. Souvent, ce que j'aime bien, même avec mes clients et tout ça, ce que j'aime faire, c'est que on va commencer par pointer, de ramener la jambe le plus loin possible vers l'avant. On la ramène sur le côté, puis on va y aller un peu vers l'arrière, là, comme à 45 degrés. Donc, le but de cet exercice-là, justement, c'est de venir renforcer les jambes, de renforcer les cuisses, de gagner aussi en stabilité. Puis il faut savoir que c'est un mouvement qu'on est capable de faire en se tenant au mur pour commencer, puis on peut augmenter progressivement la difficulté. Donc ça peut être juste en se penchant un peu plus quand on fait le mouvement, de ramener l'autre jambe un peu plus loin. Donc il y a vraiment plusieurs variantes à ce même mouvement. Puis autre chose aussi, c'est sûr qu'il n'y a pas un nombre de répétitions, de séries à faire parce que chaque personne est différente. Chaque personne va tolérer un mouvement d'une façon qui lui est propre. Donc, c'est bien important là, de vraiment d'y aller progressivement, puis d'en faire un petit peu à chaque fois, de voir le mouvement aussi. On est capable de l'adapter justement en allant moins loin, en se penchant un peu moins. Donc, tout ça va faire en sorte que on aurait moins mal durant le mouvement. Puis, il faut savoir que c'est quand même, le but quand on bouge, c'est pas d'augmenter nos douleurs. Au contraire, on veut les diminuer. Pour ce qui est du prochain mouvement, euh, on vient faire tout simplement, c'est de venir placer nos mains devant soi, puis par la suite, on va juste venir les pousser vers le haut. Donc, c'est vraiment un exercice tout simple, mais on vient surtout viser toute la région, donc du haut des épaules, un peu le haut du dos également. Donc, c'est toutes des régions là, que souvent on se sent un peu plus raide. Même le fait, par exemple, qu'on travaille toute la journée, on reste dans une position assise, puis on a l'impression aussi que notre posture n'est pas toujours adéquate, donc on se retrouve un peu plus penché, un peu vers l'avant. Donc, c'est des choses qui vont aider justement à regagner en mobilité là, au niveau des épaules. Puis, c'est un exercice tout simple que vous pouvez faire soit avec des poids, sans poids. Vous pouvez même aussi jouer avec la hauteur à laquelle vous ramenez les bras. Donc, il y a vraiment plusieurs façons là, de l'adapter. Toujours, là, on s'assure de respecter ses limites, puis sa tolérance aussi au mouvement. Ensuite, l'exercice classique, donc on entend souvent parler, donc le tout dernier, c'est le squat. Donc ça, en fait, ça me fait penser à comme si on s'assoyait sur une chaise, tout simplement. C'est un exercice qu'on pratique un peu de façon inconsciente là, dans toutes nos tâches quotidiennes, mais c'est un exercice aussi qui reste important. C'est un exercice fonctionnel parce qu'il s'adapte justement à nos tâches quotidiennes. Donc, que ce soit pour ramasser quelque chose par terre, si on change notre façon de se pencher, mais ça, justement, ça va venir aider. On va être capable là, de mieux faire ce genre de petits mouvements du quotidien. Donc, pour cet exercice-là, dans le fond, on se place en position debout. On va venir placer les jambes là, à peu près à la largeur des épaules. Et c'est bien important que le mouvement, on le commence au niveau du bassin. Donc, on va venir comme pousser les hanches vers l'arrière, puis on va descendre tranquillement. Donc, j'insiste sur le fait de descendre tranquillement parce que, dans le fond, on veut le fait de se focaliser vraiment sur la descente au niveau
des différents exercices, mais ça a beaucoup plus disons, de bénéfices que d'y aller très rapidement ou d'y aller tout le temps, disons, de tout le temps, comme par exemple juste de se relever et tout ça. Donc, le fait de descendre, ça a plus de bénéfices. Puis, on parle en fait de phase excentrique pour être plus exact. Euh, donc là, je vais céder la parole à mon collègue là, pour vous parler là, du prochain exercice. Oui, donc celui-là ici, c'est le premier sur la liste. C'est un exercice où on va simplement venir faire un petit squat sur le côté. Et l'idée, ce serait de venir toucher le genou opposé avec sa main. D'accord. Donc ça peut être un exercice qui est assez intense. Donc on le démontrera tout à l'heure, mais on peut le faire d'une façon beaucoup plus simple en restant beaucoup plus droit et en faisant simplement une rotation au niveau du torse. Donc on va tourner les épaules d'un côté et tourner de l'autre, en même temps qu'on va bouger notre poids d'un côté et de l'autre. Ok. Donc, on vous le on fera une démonstration plus en détail. Mais c'est un exercice qui est vraiment intéressant pour travailler la mobilité au niveau des hanches et au niveau du tronc. Je vais passer la parole à Lisa pour les deux autres exercices. Donc, merci Nathan pour tes explications. Donc, pour les deux prochains mouvements, donc, ce qu'on vient faire en fait, vous le voyez à l'écran, dans le fond, c'est une fente qu'on va finir faire donc de façon un peu modifiée. Donc, on peut le faire avec, là sur l'image, on le voit que c'est avec une chaise, mais on peut très bien le faire sur le bord d'un comptoir, donc avec une surface qui est un peu plus haute pour venir nous faciliter là, le mouvement. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est que, vous voyez, on va plier une jambe, tandis que l'autre jambe, on va simplement la glisser vers l'arrière. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment au niveau de l'alignement entre le genou puis notre pied. Donc, on veut s'assurer vraiment que on ne sent pas que ça dévie d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est bien important là, de le faire très lentement, d'y aller vraiment à son rythme. Puis, encore une fois, on peut jouer au niveau là, de la distance où on va ramener la jambe vers l'arrière. Et cet exercice, dans le fond, c'est surtout pour travailler au niveau là, de la cuisse, de la jambe. On vient aussi gagner aussi en mobilité en faisant ce mouvement-là. Donc, on vient travailler quand même plusieurs groupes musculaires à la fois. Puis ensuite de ça, pour le prochain exercice, donc cet exercice, encore une fois, un peu dans le même thème de la posture, travailler un peu le haut du corps aussi, ça reste aussi important. Donc, ce qu'on vient faire là sur l'image, on voit qu'on a un élastique, mais on pourrait très bien le faire au début sans aucun équipement, simplement juste pour venir créer une certaine ouverture là, de la cage thoracique. Donc, ce qu'on vient faire, c'est de placer nos bras devant soi, puis après ça, on vient ouvrir, ramener les bras le plus loin possible là, sur les côtés. Et ce qu'on vient chercher, c'est vraiment les muscles là, au niveau du milieu du dos. Donc, le haut du dos, c'est souvent une région où est-ce qu'on peut avoir des douleurs, que c'est aussi une région qui peut être aussi plus faible. Donc, c'est un bon exercice justement pour aider à renforcer cette portion-là du dos, puis également aussi aider au niveau de notre posture. Donc, ça a quand même plusieurs bénéfices. Donc là, je vais céder la parole à Nathan là, pour les deux prochains mouvements. Parfait. Donc les deux mouvements ici, on va commencer par le premier qui est un push-up au milieu. Pour ça, ici, ça va venir vraiment travailler au niveau de l'avant des épaules, au niveau des pectoraux. Puis ça va aussi travailler un petit peu la stabilité des épaules. Et ça va venir travailler aussi au niveau des coudes. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est vraiment utile quand on se lève, par exemple, en poussant sur notre chaise. C'est les mêmes muscles qu'on utilise. Donc ça vaut le coup de les travailler ici. L'idée, c'est de s'écarter légèrement du mur, venir poser les mains à la hauteur des épaules, puis venir lentement se rapprocher du mur avant de se repousser. Ok. Plus c'est facile, plus on peut complexifier le mouvement en reculant un peu plus pour vraiment mettre plus de poids dans les mains. Et au fur et à mesure, on peut développer vraiment un peu plus de stabilité au niveau des épaules, on va venir renforcer le haut du corps. Pour le dernier exercice ici, celui-là est un peu plus complexe à expliquer et à démontrer. Euh, L'idée ici, ce serait de se tenir sur le dos avec les bras devant nous, donc à 90 degrés. Même chose pour les hanches et les genoux. Ça va venir travailler vraiment ici au niveau des abdominaux. Puis, on va étendre un bras ainsi que la jambe opposée en gardant la position avec l'autre côté. Et puis ensuite, on revient en neutre et puis on fait l'inverse. Donc, on va tendre la jambe droite et le bras gauche. Et puis, on revient. Ok. Donc, on vous démontrera cet exercice debout tout à l'heure. Allongé, ça risque d'être plus dur. Mais c'est un exercice qui est vraiment intéressant. Et puis, vous pouvez le faire, par exemple, sur votre lit, quelque part qui est assez confortable.
essayez de faire en sorte dans un endroit où vous pouvez vous relever. Si vous avez des difficultés à vous relever, ce serait embêtant de se retrouver au sol sans capacité de se relever. Donc, ça vaut le coup de le faire sur quelque chose d'un petit peu élevé, comme un lit, s'il y a la place. Alors, merci vraiment de nous avoir donné ces options-là fort intéressantes. Souvent, les gens vont penser abandonner la pratique d'activité physique à cause des douleurs ou des courbatures qu'ils ressentent par la suite. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on en a fait assez, qu'on n'a pas dépassé ses limites et quoi faire quand on a malheureusement, on s'est un petit peu trop donné? Oui. Euh, la première chose que j'aimerais répéter ici, c'est que vraiment, c'est important de commencer le plus petit possible. Il n'y a pas de limite inférieure dans ce cas-là. Quelque chose, c'est mieux que rien. D'accord? Donc, pas besoin d'aller dans les extrêmes directement. C'est sûr qu'il y a des objectifs idéaux en termes de ce serait bien de faire autant de minutes de cardio par semaine, etc. Mais commencez là où vous en êtes. Ok. Donc, un petit peu, c'est mieux que rien. Je tiens encore à le répéter, c'est un message qu'on trouvait vraiment important à partager ici. On va aussi vous proposer un petit peu des stratégies pour respecter ces limites. Donc, il y a trois stratégies principales. La première, ça va être de prendre note. La deuxième, ça va être d'écouter son corps. Puis la troisième, ça va être d'adapter en fonction. Donc, je vais les détailler un petit peu. Pour prendre note, ici, ce qui est important, ça va être de noter les activités quotidiennes. Donc, ça peut être nos activités de la vie quotidienne, par exemple faire à manger, se déplacer, aller faire la course. Ça peut être aussi le sport qu'on fait ou l'activité physique. J'ai marché pendant 15 minutes. Puis, prendre note, ça nous permettra un petit peu de tracer l'évolution, mais aussi de voir est-ce qu'il y a des déclencheurs. Donc, si jamais on se dit, tiens, j'ai juste fait ma marche de 15 minutes, comme d'habitude, mais j'ai une exacerbation de symptômes. Puis en fait, en lisant, on se rend compte qu'en fait, hier, bah, j'ai passé la journée à marcher avec mes amis au parc à chiens, puis je suis allé faire les courses, puis j'ai marché en plus. C'est plus facile d'identifier un petit peu les facteurs qui ont contribué à cette augmentation. Ce qui nous permettra ensuite de les modifier ou d'éviter que ça se repasse. On peut aussi estimer une durée et une intensité. D'accord? Donc, quand on note nos activités quotidiennes, ça vaut le coup de noter. Moi, je pense que j'ai fait plus ou moins 20 minutes. On peut regarder ça sur notre montre. Certains téléphones ont des compteurs de pas. Donc, on peut utiliser ça pour avoir une estimation un petit peu de l'activité qu'on a fait. Et puis, l'idée serait de décrire brièvement nos symptômes. Donc, ça peut être dans un petit journal ou ça peut être sur notre téléphone pour ceux qui sont bons avec la technologie. Dire, OK, on va juste noter un petit peu comment je me suis senti aujourd'hui. Puis ça va permettre cette rétroaction, de dire, OK, ben, il y a 3 jours, j'ai fait ça et maintenant je paye pour. Donc c'est plus facile d'adapter une fois qu'on a cette information-là. Si jamais on essaie de juste se baser sur sa mémoire, c'est difficile d'estimer qu'est-ce qui a eu un impact. Donc prendre note, c'est vraiment clé ici. Ensuite, ça va être important d'écouter son corps. Donc, pour identifier les exacerbations, ça va être important de différencier potentiellement entre des courbatures, ce qui est une douleur normale après qu'on ait fait une activité physique, d'une vraie exacerbation de douleur. Ok. Donc, si jamais on a une exacerbation de douleur qui dure pendant plus de 3 ou 4 jours, c'est peu probable que ce soit des courbatures. Par contre, si jamais c'est des douleurs qui sont très localisées, en disant, bah, tiens, j'ai utilisé ces muscles-là hier, admettons que ce soit le biceps, euh, et c'est là où j'ai mal, c'est plus probable que ce soit des courbatures. La bonne nouvelle, c'est que les courbatures vont s'en aller au fur et à mesure qu'on prend l'habitude de faire cet exercice-là. D'où l'importance de commencer petit et puis de construire au fur et à mesure. Plutôt que d'aller directement dans un extrême, on commence petit. Puis, ça nous permettra d'affiner un petit peu notre connaissance du corps. Si jamais on se dit, tiens, là, c'est juste des courbatures, on sait qu'on peut se pousser un petit peu. Si on prend note, on sait qu'on peut progresser un petit peu aussi. Par contre, si jamais on sent qu'on a de la douleur, une exacerbation de symptômes, là, ça vaut le coup de ne pas se pousser et de pouvoir adapter. Ça nous amène au point sur adapter, justement en fonction de comment on se sent. Si jamais tout va bien, on peut penser à augmenter progressivement. Donc là, je vous donne des chiffres pour essayer de guider un peu ça, mais c'est vraiment individuel. D'accord? Donc, c'est pour donner une petite ligne directrice, mais encore une fois, entourez-vous d'une équipe de personnes qui s'y connaissent pour vous aider dans cette démarche-là. Mais par exemple, on peut dire que vous faites du sport aux 2 jours, bah, vous pourriez augmenter de 10% toutes les 2 sessions. D'accord? Donc, se dire, par exemple, j'ai fait 10 minutes de marche à une intensité modérée, et cette fois, on va rajouter 10%, donc 1 minute. Ok. Donc, ça peut être quelque chose qui est assez utile pour progresser sans trop dépasser nos limites. Ça se peut qu'on puisse faire plus, ça se peut qu'on doit faire moins. C'est sûr que c'est vraiment individuel. Là, c'est juste pour donner une ligne directrice.
Si jamais on a une augmentation de symptômes, ça vaudra le coup de redescendre d'une ou deux étapes. D'accord? Donc, si jamais on suit notre plan qu'on a écrit, on a notre objectif, on a notre niveau présent, et on a noté la progression au cours des dernières semaines, on peut se dire, OK, là, c'était un peu trop douloureux, on peut redescendre d'une étape ou deux et voir si les symptômes se stabilisent. Et puis ensuite, on peut aussi penser à varier les progressions. Donc, on n'est pas obligé de juste varier la longueur, la durée. On peut varier l'intensité. Donc, au lieu de marcher sur une échelle, on va dire, de 0 à 10, 0, c'est aucun effort, 10, c'est le plus grand effort possible. Si jamais je marche et je me sens à un 3, ben, la prochaine fois, on peut aller à un 4. On peut aller à un 5. C'est une intensité qu'on peut varier. On peut essayer d'augmenter la fréquence. Au lieu de faire un petit peu d'activité physique tous les 2 jours, on peut essayer de passer à un jour, enfin, une fois par jour. Donc, il y a plein de façons de varier les progressions. Ça, je vous laisse un petit peu à votre imagination pour découvrir les différentes façons, mais je vous offre quelques-unes ici. Ah, moi, je les avais même listées, fréquence, durée et intensité. Alors, merci beaucoup. Et Lisa, est-ce que vous pouvez nous démontrer comment ça se traduirait dans la pratique? Je suis certaine là, que Nathan et vous, si vous pouviez nous faire une petite démonstration, là, je suis convaincue que les gens aimeraient bien voir comment ça se passe pour vrai. Oui, donc évidemment, il y a plusieurs façons là, qu'on peut bouger, qu'on peut s'aider là, pour gérer nos douleurs. Donc d'abord, là, j'aimerais juste repasser certains petits points. Donc, justement, ce qu'on peut faire, c'est de varier les positions durant notre journée, donc pour gérer notre douleur. Donc, par exemple, si on est habitué à rester souvent assis au courant de la journée, c'est juste de prendre quelques petits instants, par exemple, de se lever pendant quelques minutes. À chaque heure, chaque 2 heures, selon qu'est-ce qui est possible pour nous. Donc, juste ça, ça va venir aider pour pas tout le temps être dans une position où est-ce qu'on est tout le temps un peu raide, comme on dit. Autre chose aussi qu'on peut intégrer, c'est de faire des courtes séances d'activité physique. Donc, j'insiste sur le fait qu'on n'a pas besoin d'en faire une tonne pour en ressentir des bénéfices. Donc, je fais un peu l'analogie comme si c'était des collations. Donc, on va faire des collations de mouvement. Donc, quelques minutes qu'on peut faire le matin, qu'on peut faire après le dîner, qu'on peut faire en soirée. Donc, c'est vraiment de choisir là, le moment où est-ce qu'on se sent le mieux, qu'on on a le plus d'énergie pour bouger puis pour faire nos mouvements. Puis, ça serait aussi de venir intégrer des étirements. Mais il y a certains étirements que je trouve qui auraient beaucoup plus de bénéfices que d'autres. Et je parle notamment d'étirements actifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester dans une même position où est-ce qu'on va étirer un certain muscle puis on maintient une position pendant un temps donné. Donc, on veut surtout bouger un peu plus puis que le mouvement là, soit plus actif. Donc, je vais vous montrer quelques exemples d'exercices là, pour que ce soit plus concret. Alors, donc, ce qu'on voit ici, comme premier mouvement, là, on peut le faire assis sur une chaise, dans le fond. L'objectif de cet exercice, c'est de venir étirer toute la région là, de l'arrière de la cuisse, le mollet. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est que là, on voit le mouvement semble un peu exagéré, mais encore une fois, là, je vais vous donner l'adaptation. Donc, on est assis sur une chaise. On peut placer un banc devant nous. Puis, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir avancer tranquillement le tronc là, vers l'avant jusqu'à sentir un étirement. Là, on peut le ressentir au niveau de la fesse, de l'arrière de la cuisse et en descendant, puis de venir remonter tranquillement. Donc, on peut jouer, là, vous voyez sur l'image que la personne a ramené sa main très loin, donc au niveau du pied, mais on peut commencer juste en mettant la main au niveau de notre genou, puis après, graduellement, on va venir aller un peu plus loin, garder la position un peu plus longtemps. Donc, c'est vraiment des adaptations qu'on peut faire. Par la suite, le prochain mouvement va se faire debout. On peut le faire là avec le mur. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va relever une jambe. Et par la suite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une petite rotation sur le côté. Donc, l'objectif de ce mouvement, c'est vraiment de venir cibler la mobilité là, au niveau des hanches. Souvent, c'est des zones aussi là, on a beaucoup plus de raideur et tout ça. Donc, ça va aider à ce niveau-là. Puis, bien sûr, on va venir ramener la jambe au centre, puis redescendre, puis recommencer le mouvement selon le nombre. Là, on le choisit. Donc, toujours, même si on en fait quelques-uns, ça peut être 3, 4, ça va aussi aider. Donc, l'essentiel, c'est vraiment de bouger un peu plus.
Puis, il faut savoir que pour ce mouvement, c'est bien important que quand on le fait, de venir garder le dos droit, de venir serrer un peu les abdos, le ventre, pour se garder un peu, pour être un peu plus stable. Puis, un autre bénéfice de ce mouvement-là, c'est qu'on vient aussi travailler l'équilibre et la stabilité. Pour le dernier mouvement, là, ça se ferait assis. Donc là, on est bien assis confortablement. On vient allonger la jambe en pointant les orteils vers le plafond. Et par la suite, on va venir faire des petites rotations là, vers l'intérieur et vers l'extérieur là, au niveau de notre pied-cheville. Puis après ça, on redescend tranquillement. Donc là, on vient travailler plus au niveau des muscles autour de notre genou. Puis également, là, la cheville va aussi, les muscles autour de la cheville vont être aussi sollicités. Donc, c'est encore une fois un mouvement qu'on peut faire n'importe quand au courant de la journée, au réveil, avant de se coucher. Donc, c'est vraiment libre à vous. Maintenant, il me restait en fait là, deux mouvements à vous présenter. Là, je voulais essayer de vous donner le plus d'outils pour qu'aujourd'hui vous partez avec vraiment là, plusieurs choix de mouvements. Donc, pour les deux derniers mouvements, vous pouvez les faire là, sur le lit. Donc, quand vous vous réveillez le matin, par exemple, vous pouvez utiliser soit un élastique ou même une ceinture que vous allez placer sous votre pied. Donc, ce qu'on fait, c'est que l'objectif de ce mouvement-là, c'est de venir plier et déplier le genou. Donc, encore une fois, on vient toujours chercher l'arrière de la cuisse, le mollet et c'est souvent là des régions qui sont aussi souvent où est-ce qu'il y a beaucoup plus de raideur à cause du fait qu'on est souvent debout longtemps, on est assis longtemps. C'est des zones que je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Donc, ce qu'on vient faire, on est couché sur le dos, puis on vient allonger la jambe et on redescend tranquillement. Ensuite de ça, le dernier mouvement, là, on voit que la personne semble accroupie au sol, mais ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait une chaise ou un banc, puis on va venir là faire un mouvement, là, un aller-retour pour venir mobiliser là, tout autour de la cheville. Donc, vous pouvez commencer tranquillement et de plus en plus, vous pouvez aller un peu plus loin là, dans votre mouvement. Donc là, ça, c'était tout pour ces exercices. Donc, en quelques minutes, parce que le temps passe très, très vite, comment est-ce qu'on peut intégrer de l'activité dans la vie de tous les jours? Oui, alors, donc, pour les activités, c'est sûr, on dirait, je me répète un peu, mais ce qu'on vient faire, c'est que, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. OK. Donc, encore une fois, c'est vraiment le moment de la journée qui va importer. Ensuite de ça, c'est d'adapter un peu son environnement aussi. Donc là, par exemple, là, de se créer un espace pour pouvoir bouger. On n'a pas besoin d'un grand espace là, pour bouger. Ça peut être juste dans son salon, dans sa chambre, peu importe. Par la suite, donc, d'avoir de la variété dans ses activités. Par exemple, une journée, ça peut être de marcher quelques minutes. Le lendemain, ça peut être de faire de la natation. Autre chose aussi qu'on peut faire, là, ça peut être justement les exercices un peu que je vous ai montrés, les étirements, de venir faire d'autres types de mouvements qu'on va vous montrer, vous démontrer par la suite. Et bien important là, de bien s'échauffer. Donc, un échauffement, ça peut être juste de venir, avant de faire notre séance, ça peut être juste de marcher, de faire des petits mouvements. Ça n'a pas besoin d'être intense pour qu'il y ait un bénéfice. C'est juste on veut préparer notre corps à l'activité. Et encore une fois, là, il y a les étirements qui demeurent importants, justement là, pour éviter la toute raideur, puis aussi se sentir mieux. Donc, maintenant, là, on passerait, dans le fond, à la séance d'exercice guidé. Ce qu'on va faire, c'est que moi et Nathan, on va un peu alterner les mouvements pour vous les montrer, puis pour vous donner des petits points là, pour que ça se passe mieux. Puis, dans le fond, on va vous démontrer les mouvements dont on avait discuté tout à l'heure. Donc, on va débuter. Donc, pour ce qui est de l'horloge. Donc là, je vais juste installer pour m'assurer que vous me voyez mieux. Parfait. Alors, pour ce qui est de l'horloge, ce qu'on va venir faire, c'est que d'abord, on va venir, donc là, il y a une jambe qui va venir plier. Donc, je vais la plier et l'autre, je vais la garder allongée droite, puis je vais aller dans plusieurs directions.
Donc, ce que je vais venir faire, c'est que d'abord, je vais venir plier, je mets le poids sur une jambe, je ramène l'autre jambe vers l'avant et je reviens tranquillement. Donc là, je vais venir faire la même chose sur le côté, je reviens, puis en diagonale et je reviens. Donc, ça, c'était en fait pour le premier mouvement. Puis, vous pouvez toujours ajuster là, disons, l'angle auquel vous allez, la distance, etc. Puis, ce qui va être très important, c'est que la jambe qui est en appui, on veut toujours s'assurer que le genou soit quand même bien aligné par rapport à la cheville. Comme ça, on va justement éviter là, des douleurs au genou et tout. Ensuite de ça, comme prochain mouvement, ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir lever, là, moi, je vous montre plusieurs outils. Donc, ça peut être des poids. Vous pouvez même utiliser, là, ça, c'est comme des petits poids qu'on peut mettre autour des chevilles. Puis, vous pouvez même utiliser, là, des boîtes de conserve. Donc, toutes les options, là, sont possibles. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que je me mets bien droite. Je peux le faire aussi assise comme pour que ce soit plus facile. Et là, je vais venir lever comme ça les bras là, de chaque côté. Puis, je peux même jouer un peu aussi avec l'angle auquel je vais venir placer les bras. Donc là, ça, par exemple, là, si plus je me mets loin, c'est sûr que si on a des douleurs aux épaules, ça peut être un peu plus difficile. Donc, je viens les ramener un peu plus comme ça ici et je viens monter tranquillement et je redescends tranquillement. Donc, comme ça ici, et je peux le répéter quelques fois, donc toujours dans un geste plus lent et d'y aller là, progressivement en ajoutant des charges, etc. Et maintenant, pour le prochain mouvement, ce qu'on va venir faire, c'est notre squat. Donc là, ça a l'air d'être un mouvement quand même assez simple et il y a toujours des petites choses à regarder. Donc, d'abord, c'est notre position. Donc là, c'est sûr, vous ne pouvez pas voir tout jusqu'à mes jambes, mais je vais tenter d'avoir des explications assez claires. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que mes jambes, ma référence, ça va être à peu près mes épaules. Donc, je peux décider de les élargir un peu plus. Donc, pour être un peu plus stable puis être plus confortable, comme je peux décider de rapprocher mes pieds pour augmenter la difficulté. Mes pieds, eux, vont être placés en V. Donc là, on commence. Et ce que je disais tout à l'heure par le fait qu'on devait commencer le mouvement au niveau du bassin, c'était que ça part de là et là, les jambes vont suivre. Donc là, je pousse comme ça. On va pousser les fesses vers l'arrière. Je descends tranquillement. Là, mes genoux sont pliés et je viens me remonter. Donc là, je redescends et je remonte tranquillement. Donc, ce qui est bien important, c'est vraiment comment on va utiliser nos muscles dans ce mouvement. C'est-à-dire qu'on veut plus forcer des cuisses, des jambes. Donc là, quand on va descendre, on va sentir un peu, on va essayer, disons, de comme serrer un peu au niveau là, de nos cuisses, puis on se remonte en poussant au niveau des pieds. Puis au niveau des pieds, il faut savoir qu'on a plusieurs points d'appui. Donc là, je vais vous le démontrer un peu avec ma main. Donc là, on aurait un premier point d'appui qui serait en bas du premier orteil et l'autre, ça serait au niveau du petit orteil et le dernier, là, ça serait au niveau du talon. Donc, ce qui est bien important, c'est de bien répartir notre poids au niveau de nos pieds, justement pour être plus confortable, pour être plus stable, puis éviter justement les douleurs qu'on pourrait avoir au niveau de nos articulations. Puis au niveau de la quantité, encore une fois, j'insiste, c'est qu'il n'y a pas un nombre, il n'y a pas un nombre magique là, en termes de répétition. Vous y allez vraiment là, selon votre tolérance, selon comment vous vous sentez une journée, etc. Puis vraiment de varier là, les mouvements, puis de varier un peu l'amplitude, puis d'y aller progressivement. Et maintenant, je vais céder la parole à mon collègue là, pour vous expliquer le prochain mouvement. Ouais. Donc, moi, je vais démontrer ici le mouvement. Je vais montrer. Donc, l'idée ici, ça va être de changer son poids d'un côté à l'autre. Donc, on plie légèrement la jambe, on a les pieds bien écartés. On va les déplacer d'un côté à l'autre. Et puis, en même temps, on va aller tourner comme si on voulait aller mettre sa main sur son genou. On n'a pas besoin de se plier jusqu'en bas. On peut rester très droit pour commencer et juste faire des petites rotations ici au niveau du muscle. Si jamais on prend confiance, on peut descendre plus bas et venir toucher le genou. On revient au centre, on descend plus bas et on touche le genou de l'autre côté. On peut faire des allers-retours comme ça. Ça, c'était l'exercice. Ici. Je vais maintenant laisser la parole à Isabelle, je pense. C'était l'exercice que j'avais à démontrer. Parfait. Eh bien, merci infiniment de nous avoir montré là, quelques exercices
Je sais que c'est sûr que malheureusement, les gens ont pas pu voir là, tous vos jambes, mais je rappelle à tout le monde que la présentation va être disponible après, à la suite de du webinaire, excusez-moi, et que les images sont là. Donc, n'hésitez pas là, à revoir la présentation par la suite. Alors, le temps a passé extrêmement vite, c'était hyper intéressant. Je vais juste, on va passer tout de suite, là, on a évidemment reçu plusieurs questions pendant votre présentation et avant. Alors, on va passer aux questions. En fait, une question qu'on a, qui nous est venue, Nathan, peut-être que vous pouvez nous aider. On a vu plusieurs exercices. Souvent, ce qui revenait dans les questions, c'est que les gens étaient craintifs de faire de l'exercice parce qu'ils avaient peur de perdre l'équilibre. Est-ce que vous avez des suggestions à faire à ce niveau-là? Oui, bien sûr. Euh, alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que les exercices qu'on propose, ou plus globalement le fait de faire de l'activité physique et du renforcement musculaire, ça a été démontré comme étant une très bonne façon de réduire le risque de chute. Donc, une fois qu'on se sent capable de le faire, c'est vraiment excellent. Donc, comment est-ce qu'on passe cette première étape? La meilleure façon, ce serait d'être bien entouré, dans le sens d'avoir, par exemple, une table devant nous, d'avoir une rampe sur laquelle on peut se tenir à une chaise, et on peut commencer avec du soutien. Une fois qu'on se sent un peu confiant, on peut, par exemple, lâcher une main, puis lâcher la deuxième, et toujours en restant proche de quelque chose pour pouvoir se rattraper au besoin. Et on peut progresser étape par étape comme ça. Quand on se sent confiant, on peut le faire par exemple sur une jambe, puis progresser un petit peu la difficulté. Donc on y va étape par étape, mais en s'assurant qu'on est sécuritaire à chaque étape. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a ce qui est aussi revenu quelquefois? Ben, en fait, je vais poser, il y a une question là, qui est revenue quelques fois pendant votre présentation. Qu'est-ce que vous pensez des bandes élastiques ou tu sais, je pense aux ceintures sacro-iliaques, etc., là, pour éviter de se blesser? Est-ce que c'est une bonne idée de les utiliser au moment de l'exercice? C'est sûr qu'il n'y a pas une bonne solution pour ça. Si jamais on sent que ça aide un petit peu à, à faire de l'exercice, c'est tant mieux. Euh, Moi, je pense que ce que j'aime proposer chez mes patients, c'est d'éviter d'avoir des béquilles qui restent là, qui ne sont pas nécessaires. Donc, une fois qu'on commence à bouger, on peut travailler sur comment est-ce qu'on réduit, par exemple, notre dépendance, entre gros guillemets, sur ces outils-là. Mais tant que ça facilite le mouvement, moi, je suis vraiment pour. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lisa. Je suis du même avis, justement. Quand on en a besoin, justement, c'est toujours mieux d'en faire un peu que de ne pas en faire du tout. Donc, si ça prend ça pour nous aider à bouger, alors pourquoi pas, pourquoi ne pas l'utiliser? Mais bien sûr, il faut doser un peu. Donc, de ne pas toujours se dire qu'à chaque fois que je dois bouger, je dois toujours me référer là, à cette aide-là. Donc, c'est bien important qu'on soit aussi capable d'utiliser là, nos propres muscles et tout sans avoir une aide supplémentaire. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. Les gens qui ont de la difficulté à monter ou descendre les escaliers à cause de douleurs aux genoux souvent qui reviennent, est-ce que vous avez des idées d'exercices pour nous aider à développer ces muscles-là? Oui, donc absolument. Si je peux me prononcer, en fait, les mouvements qu'on avait démontrés tout à l'heure, justement, c'était un des objectifs. On a tenté là, de cibler plusieurs articulations et notamment les genoux. Comme on sait, c'est souvent la zone qui peut être la plus douloureuse et la plus incommodante. Donc, par exemple, là, la fente que je vous avais montrée tout à l'heure, ça, c'est un bon mouvement pour venir travailler au niveau là, de tous les muscles autour du genou. Même chose au niveau des étirements. Là, vous pouvez retourner voir au niveau pour le webinaire. On avait l'exercice où est-ce qu'on venait allonger la jambe puis la ramener. Encore une fois, c'est un mouvement qui va venir aider à bouger les muscles, à faire travailler les muscles autour de l'articulation et par la même occasion, on va venir un peu lubrifier l'articulation parce que le fait de bouger et tout ça, ça va mettre en circulation le liquide là, qu'on a au niveau là, de nos genoux et un peu partout là, au niveau de nos articulations. Donc, ça va aider justement à ce niveau-là. Puis, on va être aussi capable de gagner en amplitude, puis d'avoir aussi moins de douleur. Donc, vous pouvez retourner voir là, tous les exercices qu'on vous avait montrés tout à l'heure. Tout mouvement qui va montrer un petit peu la mobilité au niveau des articulations est vraiment utile. Si vous faites 5 minutes de vélo à l'intérieur, vous sentirez par exemple vraiment mieux pour ça, j'en suis sûr.
Effectivement, puis le vélo intérieur parfois aide justement à enlever les craintes de tomber. Mhm. Alors merci infiniment à vous 2. Julie, est-ce que tu voudrais nous présenter la diapositive numéro 55, s'il te plaît? Alors donc, Nathan et Lisa ont eu la gentillesse de bien vouloir nous fournir quelques ressources. Alors, vous allez aussi les trouver dans la présentation. Nous avons aussi développé un guide d'activité physique que vous pouvez visiter sur arthrite.ca, qui pourra aussi vous donner quelques idées d'exercices à faire. Alors, merci infiniment, Nathan et Lisa, pour vos précieux renseignements. Et c'est ce qui conclut notre webinaire. Alors, nous aimerions avoir vos impressions sur la présentation. Vous allez voir apparaître un court sondage à l'écran. Je vous demanderai de cliquer sur la réponse qui va représenter votre opinion. Alors, la question est: je me sens mieux informée et outillée après avoir participé à ce webinaire. Les options de réponse sont fortement d'accord, neutre et fortement en désaccord. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à répondre à ce sondage ou qui aimeraient nous donner des commentaires plus complets, sachez qu'un sondage plus étoffé vous sera envoyé avec l'enregistrement de cette présentation d'ici quelques jours. Nous apprécions vos commentaires et suggestions qui nous aident à créer des webinaires sur des sujets qui vous intéressent. Alors, encore une fois, je vais remercier Pfizer ainsi que tous nos autres commanditaires de la série Webinaire Conversation sur l'arthrite pour avoir rendu cette présentation possible. Et je remercie Lisa et Nathan pour leurs précieux conseils. Nous vous invitons aussi à notre prochain webinaire Conversation sur l'arthrite. Quelles sont les options thérapeutiques en cas de douleur articulaire qui se déroulera le 13 mars prochain, alors que le docteur Étienne Belzile nous fera part des alternatives de traitement et nous expliquera les interventions chirurgicales possibles pour maintenir une qualité de vie optimale malgré les défis causés par des articulations douloureuses. Finalement, nous sommes activement à la recherche d'animateurs ou d'animatrices de groupes de soutien virtuels dans le cadre de notre programme Aide-Entraide. Alors, si vous vivez avec l'arthrite et que vous avez envie d'aider, n'hésitez pas à joindre notre programme de bénévoles afin de nous aider à offrir des espaces d'écoute et de partage précieux pour tous ceux qui vivent avec l'arthrite. Alors, voici ce qui conclut cette édition de Conversation sur l'arthrite, activité physique et arthrite, un duo gagnant. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous souhaitons une excellente soirée.